Vous écoutez l'affaire Philippe Gléty, deuxième partie. Betty Nabo se présente spontanément avec son mari. Robert Panot, directeur d'enquête. Donc là, elle nous annonce immédiatement qu'elle désire reconnaître les faits et qu'elle est l'auteur de l'assassinat de M. Philippe Gléty. Bien évidemment, elle est immédiatement placée en garde à vue. On se rend compte très vite que nous avons affaire à une personne effondrée, mais qui a envie de se libérer. Alors Betty Nabo nous dit très rapidement qu'elle a pensé à commettre cet assassinat au cours du week-end précédent les faits. Elle a ruminé et préparé son action, allant jusqu'à se saisir d'une arme appartenant à son mari, qu'elle va dissimuler le matin même des faits dans son véhicule. Le lundi matin, elle va se rendre à l'entreprise comme à son accoutumée. Elle va, au cours de la matinée, lui envoyer un SMS sous le prétexte de solliciter un câlin, sachant que M. Gléty y répondrait probablement favorablement, puisque c'était un petit peu dans leurs habitudes. Il va la rejoindre sur le parking de la terrasse sur Dorlay. Il est convenu qu'il puisse aller dans un lieu un petit peu plus tranquille, et c'est pour cela qu'il accepte, lui, de s'embarquer à bord du véhicule de Betty Nabo. Elle dit qu'elle gare son véhicule, ils descendent tous deux pour cheminer sur ce fameux chemin forestier, et sous le prétexte d'avoir oublié quelque chose dans son véhicule, elle demande à Philippe Gléty de l'attendre. Elle se rend à son véhicule, elle va se saisir de l'arme. Elle nous dit qu'elle tirera évidemment sans sommation, immédiatement, de dos. Le corps de M. Gléty, sous ce premier impact, voire un second impact derrière le crâne, est tombé contre le bas du sentier. Et elle s'est approchée du corps pour tirer, une fois encore, à l'arrière du crâne de Philippe Gléty. Pendant des mois, ça m'a torturée, ça, quand même. Françoise Gaillard, sœur de Philippe Gléty. C'est de savoir, est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'il a souffert ? Et ça m'a empêché de dormir pendant des semaines et des mois. Ce qui est dur, c'est que déjà, je pense qu'il avait confiance en elle. Donc déjà, c'est une première trahison. Et puis se dire que pendant 48 heures, elle n'a pas pu changer d'avis. Jocelyne Fontanelle, sœur de Philippe. Au dernier moment, il me semble qu'une chose pareille, on peut dire, mais tu fais une bêtise. Je sais pas. Lorsque Betty Nabo raconte cette scène, ça fait un peu froid dans le dos. Ça montre une détermination assez incroyable et surtout un sang-froid total et puis une volonté de tuer. Il faut quand même pendant un week-end se dire tranquillement, bon, la situation est compliquée, quelle est la solution ? Je vais le tuer. Elle lui dit, viens, on va aller se promener à la campagne, viens, je vais m'occuper de toi gentiment, l'abattre, et puis l'achever comme un chien. Et encore, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens achèveraient leur chien dans ces conditions. Et elle retourne travailler comme si de rien n'était. Et puis, dans tous les jours qui vont suivre, elle joue la comédie de l'assistante éplorée qui dit « Mais Philippe, il est où ?» Elle sait bien où il est. Il est là-bas sur le petit chemin de la terrasse sur Dorlay. Elle est arrivée au bureau en cherchant partout, demandant si on n'avait pas vu mon frère. Donc ça paraît quand même surprenant, il faut garder un sang-froid. C'est quand même une sacrée maîtrise. Betty Nabo, la question qui lui est posée nous certifie qu'elle a agi seule et en toute conscience. Ceci dit, nous sommes enquêteurs et il nous appartient de vérifier s'il n'y a pas eu de complicité quelconque. Et M. Beau, bien évidemment, peut être placé en tête de liste concernant ses doutes. Au bout de 2 heures à peu près d'audition, l'un des gendarmes va me dire « Vous allez être placé en garde à vue ». Ça tombe comme un coup près. Je vois son cheminement. Son cheminement, il est simple. C'est moi, Philippe Beau, le mari jaloux, qui a tué l'amant de sa femme. Voilà. Vous êtes complètement démunis, vous savez pas quoi faire. On est perdu. On sait que nous, au fond de nous-mêmes, on est innocents, mais il y a cette culpabilité qui vous est jetée à la figure par ces gendarmes. Quand vous avez la juge d'instruction qui débarque quelques heures après et qui vous dit froidement, sans vous avoir dit bonjour avant, ça sert à rien. Monsieur, je ne sais pas, ce sont ces mots, Monsieur, je ne sais pas ce que vous avez raconté hier soir à votre femme, mais ce crime, il n'est pas féminin. Voilà. Prends ça
faut que je trouve un alibi. Ça s'est passé il y a 10 jours, je me souviens pas de ce que j'ai fait. Je suis brocanteur, j'ai pas d'horaire fixe, c'est pas du 8h midi, 14h, 18h, j'ai pas de témoin, j'ai rien, donc je m'enfonce. Je m'enfonce littéralement. Il y a des moments, j'étais tellement effondré que je voulais mourir. Je m'accrochais parce que ma fille était là, parce qu'elle avait besoin de son père. Sa mère venait déjà de la trahir quelque part. Et moi, je pouvais pas la trahir, donc il fallait, ça y est. Pardon. Il fallait tenir par rapport à ça. J'ai pas d'alibi et c'est curieusement eux qui vont me servir mon alibi sur un plateau. L'analyse téléphonique liée à la ligne fixe de son domicile va démontrer qu'un appel a été passé à la période de commission des faits où M. Beau a manifestement répondu. Donc physiquement, il était effectivement et très probablement à son domicile. Si j'étais au téléphone fixe à la maison à 11h, je ne pouvais pas être sur les lieux du crime en même temps. Et ça me sauve. C'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Tout le monde va tomber de l'armoire. Quand on va leur dire que c'est une meurtrière, personne ne peut croire ça. Parce que tout le monde la connaît comme extrêmement réservée, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle avait vraiment une double vie, une double personnalité. Ma sœur, à ce moment-là, elle me dit c'est Bettina qui a tué papa, quoi. Donc là, c'est vraiment la stupéfaction à ce moment. Parce qu'en fait, on avait envisagé toutes les hypothèses, sauf ça. Sauf ça parce que voilà, moi, à mes yeux, c'était vraiment quelqu'un de droit, de stable. J'avais beaucoup de mal à y croire. Ça a été une période de déni, même derrière. Alors, concernant le mobile et les motivations de Bettina sur cet assassinat, elle dit tout simplement qu'elle subissait une énorme pression au travail, pression de Philippe Gléty en personne, et que très progressivement, elle ne l'a plus supporté. Ça faisait plusieurs mois que tous les lundis, il y avait ce point financier où là, il fallait vraiment qu'elle explique à Philippe Gléty pourquoi il y avait telle dépense, pourquoi l'argent ne rentrait pas de telle personne, etc., etc. Le point financier, c'était devenu sa bête noire. La situation de l'entreprise est un peu complexe au moment du crime. Il y a des rentrées d'argent qui ne se font pas, il y a des fournisseurs qui exigent d'être payés, et Philippe Gléty demande à Bettina Beau d'être très rigoureuse là-dessus, d'aller chercher l'argent là où il est. Elle n'a pas été formée à ça, c'est pas son métier, elle le fait, mais elle ne se sent pas à l'aise sur cette quête d'argent, et donc ça aussi, ça contribue à son malaise. Et le soir, elle rentre, elle est fatiguée, elle est stressée, et voilà, c'est de la faute à Philippe Gléty. Les pressions au travail, ce sont des pressions que vivent tous les jours des centaines de milliers de travailleurs à tous les niveaux d'une entreprise. Est-ce qu'elle a été déçue de quelque chose à un moment donné, ou dans le milieu du travail, ou dans le milieu personnel, intime, avec mon frère, on ne sait pas. Hein. Non, mais moi j'avoue que j'arrive pas à trouver une explication. Gléty envisageait de manière très sérieuse de la remplacer à son poste. En l'occurrence, Bettina Beau ne serait plus numéro 2, n'aurait plus la confiance de son patron et l'aura dont elle bénéficiait aussi auprès de tous ses collègues. Enfin, si tous ceux qui avaient des problèmes au boulot tuaient leur patron, on a du mauvais sein à se faire, hein, quand même. Il n'y aura plus beaucoup de patrons. Hein. Pour les enquêteurs, le burn-out de Bettina Beau ne peut pas être la seule explication de son geste. Elle s'est plainte d'un prétendu stress insupportable au travail, dans l'entreprise, alors que tous les employés qui ont été entendus diront qu'au contraire, l'ambiance était plutôt bonne. André Buffard, avocat de Stéphanie Gléty. Que Philippe Gléty n'était pas un patron dictatorial. Mais moi, je suis convaincu que Bettina Beau s'est mis la pression toute seule. Je pense qu'elle a très mal vécu le fait que, petit à petit, elle a perdu son rôle dans l'entreprise. Petit à petit, Philippe Gléty a considéré qu'elle n'était plus faite pour le rôle de l'assistant ou de l'adjoint dont il avait besoin. Et c'est ça qu'elle a mal vécu. Elle a très mal vécu. Elle a vécu comme une humiliation. Elle a vécu comme un déclassement. Je pense que c'est ça qui était insupportable. Et je pense que c'est ça qui a nourri en elle cette volonté homicide. C'est un crime d'orgueil. C'est un crime basé uniquement sur la déception de ne pas avoir eu cet emploi.
C'est étonnant comme on peut passer, quand j'entends ça, ou à côté d'une histoire humaine, quoi. David Metaxas, avocat de Bettina Beau. Si Bettina, elle avait eu de l'orgueil, je pense qu'elle aurait réagi autrement. Entre son mari, son patron, si elle avait eu ne serait-ce qu'un sursaut d'orgueil, elle aurait pris ses valises et elle se serait barrée. Moi, je le dis, c'est un crime d'autodestruction. J'en garde le souvenir, finalement, de la première fois où je l'ai rencontrée. Elle venait d'être incarcérée. Un petit bout de femme, d'une fragilité immense, mais en état de sidération complète. Elle a un parcours familial un peu difficile, un peu chaotique. Et elle a un vécu de jeune femme aussi un peu marqué par des épisodes d'agression sexuelle. Pas intrafamiliaux, mais au gré de mauvaises rencontres. Et ça, elle le refoule. Elle a gardé ça au fond d'elle. Elle a personne à qui se confier. C'est une femme seule, c'est une femme isolée. Au moment des faits, on est plus que dans une situation de crispation. Et à ce moment-là, elle est devenue, c'est l'expression utilisée dans le dossier, ça ne l'est pas par Bettina, ça l'est par la femme de Philippe Gléty et la maîtresse de Philippe Gléty. Elle-même, on dit de Bettina qu'elle était devenue le sextoy de Philippe Gléty. Je suis pas sûr que Bettina en retirait quoi que ce soit. Elle est consentante comme une salariée peut être consentante aux sollicitations d'un patron. Faut remettre les choses dans le contexte. C'est un millefeuille. Il n'y a pas une cause. Il y a cette accumulation de couches les unes au-dessus des autres qui font que elle prend tout ça, le poids sur ses épaules, et à un moment, elle ne sait pas comment se débarrasser de ça, quoi. Vie familiale à la dérive, vie professionnelle très très compliquée, relation adultérine mais frustrante, en plus avec le patron, un mari aux abonnés absents et un vécu au moins sexuel ou sentimental dans sa jeunesse qui est pas simple. Bah ouais. Bah oui. Le burn-out, il arrive. Certains vont passer par une psychothérapie. Elle, c'est pas ce qu'elle a eu la ressource de faire. Il y avait d'autres moyens de sortir de cette situation. Elle aurait pu démissionner. Elle choisit, elle, d'éliminer l'objet de son stress et de ses ennuis. C'est une cocotte minute, un burn-out généralisé. Pas que professionnel. Ce serait réducteur. Elle en pouvait plus de cette vie-là. Elle a décidé de tout brûler. Il est certain que Philippe Gléty paye pour tout le monde, mais il est délibérément choisi. Délibérément choisi parce qu'il incarne finalement tout le mal de la vie de Bettina. Cet homme-là est l'incarnation du mal pour Bettina. Femme fragile ou ambitieuse prête à tout pour parvenir à ses fins? Ces deux thèses vont s'affronter tout au long de cette affaire, d'autant qu'un autre élément va venir un peu plus semer le trouble sur la personnalité de Bettina Beau. On sait, depuis l'enquête, qu'elle a détourné des fonds, 38 000 €. Alors c'est 400 € par-ci, 400 € par-là. Yves Renaud, journaliste à France Bleu. Ça fait 38 000 € au total. C'est pas monstrueux, mais il y a détournement d'argent dans le dos de son patron. Sur plusieurs années, elle avait détourné un chèque de 200, de 300, de 400 €. La belle affaire. David Metaxas, avocat de Bettina Beau. Dans l'esprit de Bettina, ça, c'était une compensation de tous les efforts qu'elle fournissait pour cette société-là, alors que son statut n'avait jamais évolué depuis la création de la société. Alors là, évidemment, nous nous sommes posé la question, est-ce que ce détournement présente une valeur quelconque en termes de mobile? L'enquête a démontré que ce n'était pas le cas. Monsieur Philippe Gléty n'était pas au courant, il n'avait pas vraiment les moyens de l'être, puisque c'était pas très important, très conséquent en termes de montant. Donc voilà, donc c'est une hypothèse qui a été traitée et d'ailleurs jugée totalement à part. Le procès de Bettina Beau va s'ouvrir 2 ans après les faits. C'est assez court, au fond, pour un procès d'assises. On ne sait rien de ses motivations profondes. Donc il y a une vraie attente. On attend vraiment les raisons, en fait. Ce fameux pourquoi qu'on attend durant 2 ans d'instruction. Anaïs Gléty, fille de Philippe Gléty. Elle dit qu'elle a une grosse fatigue au travail, mais en tout cas, nous, c'est pas une réponse qui nous satisfait parce qu'on se dit que à ces problèmes-là, il y a d'autres solutions.
Quand elle a la parole, elle essaye d'expliquer son geste, mais finalement, c'est tout ce qu'on a eu déjà durant l'instruction, donc on n'apprend rien. Elle ne reconnaîtra jamais, naturellement, qu'elle a fait tout ça parce que, en fait, son amour-propre, son orgueil ne supportait pas qu'elle soit remise en cause et qu'elle soit placardisée. En termes d'explication, Bettina ne pouvait pas donner plus. Peut-être que cette vérité-là est frustrante. Hein. Elle nous demande pardon au début du procès. Et à la fin. Mais bon... À ce moment-là, c'est pas du tout dans nos esprits. C'est pas du tout dans mon esprit. Moi, le pardon en 2014, je veux pas en entendre parler. Elle nous a quand même enlevé notre papa aussi, donc j'envisage pas de pardonner à ce moment-là. Nous, les proches de criminels, nous sommes des victimes collatérales, certes, mais des victimes à part entière. Comment vous voulez que je pardonne à une femme qui a agi de cette façon, sans penser à sa propre fille, à 16 ans, prendre ça en pleine figure? C'est horrible. Aujourd'hui, on me dit faut pardonner, faut savoir pardonner. Non, je peux pas. L'avocat général, il va réclamer 18 ans de réclusion. Le jury est très clair. Il répond oui à la majorité à toutes les questions qui sont posées par le président. Il prend la peine exacte demandée par l'avocat général. 18 ans de prison... Disons qu'on est parti tout de suite en sachant qu'elle n'en ferait que la moitié. On n'a pas trouvé ça très logique parce qu'on le savait d'emblée. Oui, parce qu'à la sortie du procès, donc c'est son avocat, maître Metaxas, qui dit bah voilà, si elle se conduit bien, elle en fera la moitié. Mais je vous assure, moi, j'étais pas prête à entendre ça, quoi. Enfin, j'étais en colère. Vu la frustration qu'on avait eue après le procès de ne pas avoir eu les réponses qu'on avait apportées, j'ai fait une demande de parloir tout de suite derrière parce que j'ai ressenti ce besoin. C'était intimement, c'était en moi, mais de la rencontrer. Anaïs Gletti, fille de Philippe Gletti. Je fais une première demande auprès du tribunal qui est refusée, une deuxième demande, une troisième demande, elles sont refusées. Je laisse passer un petit peu de temps parce que pareil, il faut que je digère les refus, puis il faut que je trouve une autre manière de rentrer en contact avec elle. Et je commence à entamer une correspondance avec elle en 2016. Bettina, nous sommes le 27 février 2016. 4 ans, jour pour jour, que tu as commis l'irréparable. 4 ans, jour pour jour, que je vis dans l'incompréhension. J'ai du mal à trouver les bons mots pour exprimer tout ce qui se passe dans ma tête. J'ai connu la douleur de l'annonce du décès de mon père, puis j'ai connu la colère quand ce dimanche 4 mars, nous avons su ce qui lui était arrivé. Au jour d'aujourd'hui, la colère s'estompe petit à petit. Cela fait 4 ans que j'essaye d'y mettre des mots, et finalement elle ne sert à rien et ne fait rien avancer. Je ne suis pas certaine de pouvoir te pardonner un jour, mais le temps fait son travail. J'espère que cette lettre t'arrivera. Je ne l'ai pas écrite dans le but de te faire culpabiliser, mais dans le but de te faire part de mes sentiments qui m'ont traversé et me traversent depuis ces 4 années. Je ne sais pas comment elle va réagir, et puis finalement j'ai la bonne surprise de recevoir une réponse peu de temps après. Bonjour Anaïs, difficile pour moi aussi de t'écrire. Peur de mal m'y prendre, de ne pas utiliser les bons mots. Je trouve ta démarche extrêmement courageuse et j'imagine les difficultés que tu as dû rencontrer pour y parvenir. Ta lettre m'a bouleversée. À sa lecture, j'ai pu ressentir ta souffrance, celle de tes proches, ta colère aussi. Tout cela est bien légitime. Il n'y a pas un jour depuis le drame où je ne pense pas à ton père, à toi ou à tes proches. Tu peux tout m'écrire, j'en accepterai les termes et je répondrai à chaque lettre si tu en exprimes le désir. Avec tout mon respect, Bettina. C'était une sorte de thérapie pour moi à ce moment-là. L'acte en lui-même, c'est compliqué à pardonner parce que quelque chose qui est fort. Et puis en plus de ça, ça nous a quand même enlevé quelqu'un, un pilier de notre famille. Mais par contre, je pardonne la personne. Et j'arrive vraiment à la voir autrement que comme juste une criminelle. C'est pas juste une criminelle, c'est vraiment quelqu'un derrière. Et elle, j'ai réussi à la pardonner. J'ai cette envie de la rencontrer. En fait, j'ai l'impression que tant que cette rencontre physique finalement aura pas pu avoir lieu, la boucle sera pas tout à fait bouclée. Donc je pense que ça peut finir l'histoire entre guillemets. Bettina Bot est sortie de prison le 2 juillet 2021. Elle a retrouvé un travail. Si à l'avenir, les conditions de sa libération conditionnelle sont assouplies, Anaïs, la fille de sa victime,
pourra la rencontrer. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Nathalie Mazier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.